Bonsoir, la belle et douce Audrey Hepburn est morte, elle avait 63 ans. France 2 lui rendra hommage ce soir à 22h20 après envoyé spécial. La trêve aura été de courte durée en Irak. 2 chasseurs américains menacés par la défense antiaérienne irakienne ont riposté. François Mitterrand et Helmut Kohl ont célébré aujourd'hui à Bonn les 30 ans d'une lune de miel entre les deux pays. Nous vous proposerons à la fin de ce journal un entretien télévisé avec le président de la République et le chancelier allemand. Le voyage de François Mitterrand en Allemagne était prévu de longue date. Le chef de l'État n'a pas voulu le reporter. Il faut croire qu'il n'était pas inquiet outre mesure par le réveil soudain des monarchistes français. On n'entend plus qu'eux depuis quelques jours et on les a vus ce matin fort nombreux place de la Concorde, 200 ans jour pour jour après l'exécution de Louis XVI. La République a tremblé un instant, mais s'est ensuite ressaisie. Les compagnies républicaines de sécurité, dites CRS, n'auraient pas permis le moindre désordre. Reportage de Maryse Burgot et Claude Barnier. Des lys jusque sur le chapeau des dames, comme s'il en pleuvait sur la place de la Concorde. Normal, ces gens-là sont des nostalgiques de la monarchie. J'estime que la monarchie est un des meilleurs régimes, c'est le meilleur régime qu'on puisse concevoir, et que la mort de Louis XVI est une erreur tragique pour la France. J'ai 67 ans et j'ai été élevée dans une école primaire où on ne m'a pas appris l'histoire véritable. Où on a appris que Louis XVI était un tyran, que tous ces nobles étaient des tyrans. Et ce qu'on a maintenant, c'est quoi avec 5 millions de chômeurs? Et chez ces gens-là, même les enfants semblent atteints, visage littéralement ébloui, lorsque l'acteur Jean-Pierre Darras lit le testament écrit par Louis XVI avant de mourir. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont fait mes ennemis, sans que je leur en ai donné aucun sujet. En maître de cérémonie, l'écrivain Jean Raspail, organisateur de cette commémoration, royaliste certes, mais quelque peu chahuté aujourd'hui. Veuillez laisser l'ambassadeur des États-Unis rentrer chez lui et la grande-duchesse Vladimir. Je vous retrouverai tout à l'heure. Et pour clore cette royale matinée, des centaines de bouquets déposés à l'endroit même où fut exécuté Louis XVI un certain jour de 1793. Ambiance beaucoup moins détendue en revanche devant le Panthéon. Quelques jeunes royalistes d'Action française étaient montés cet après-midi sur le toit du bâtiment où depuis la Révolution sont enterrés les grands hommes. Alors, au nom de ces grands hommes, la police républicaine n'a pas ménagé ses ardeurs pour faire dégager les lieux. Et pendant ce temps, le chef de notre monarchie constitutionnelle, le président élu, célébrait avec Helmut Kohl à Bonn les 30 ans d'une entente exceptionnelle entre la France et l'Allemagne. L'histoire des relations entre les deux pays a été si sanglante, 3 guerres en 90 ans, que cet anniversaire méritait d'être fêté avec éclat. La construction de l'Europe, les relations économiques très fortes entre les deux pays, la coopération militaire, l'identité de vue en politique étrangère, voilà l'héritage légué par De Gaulle et Adenauer, qui avaient signé le 22 janvier 1963 le traité de l'Élysée et que leurs successeurs ont fait fructifier. L'armée allemande perpétue la tradition du grand couvre-feu qui récompensait ses généraux vainqueurs, mais aujourd'hui c'est en l'honneur des forces françaises en Allemagne. 50 ans après la guerre, les 25 000 soldats français restés en Allemagne travaillent à une défense commune et à la création d'un corps d'armée européen. Ich wünsche Sie ferner, junge Deutsche zu sein. Le général de Gaulle avait donné le ton il y a 30 ans à Ludwigsburg. Il invitait la jeunesse allemande à regarder l'Europe et à tourner la page de la guerre. Le traité de l'Élysée, signé avec Adenauer, lançait une vaste politique d'échange qui a donné naissance à l'Office franco-allemand pour la jeunesse et bouleversé les rapports entre nos deux pays. Il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient très fiers d'être européens et ils étaient très peu fiers d'être allemands. Je me souviens, il y avait un questionnaire à l'école et on se demandait qu'est-ce que vous pensez de l'Europe et tout ça. Et il y avait 90% qui disaient voilà, l'Europe c'est quelque chose de formidable. Et ça avait vraiment à faire avec la France aussi qui nous a ouvert les portes. Aujourd'hui, 3 millions d'élèves apprennent la langue de l'autre et 30 ans après la signature du traité de l'Élysée, 4,5 millions de jeunes français et allemands ont pu se rencontrer. Avec la fin du mur de Berlin, les échanges scolaires ont pu gagner l'Est de l'Allemagne, l'ancienne RDA. C'est plus que n'en espéraient ceux qui ont signé le traité franco-allemand
2 ans seulement après la construction du mur de Berlin. Cette entente exceptionnelle entre les deux pays leur permet aujourd'hui de résister à toutes les bourrasques politiques ou monétaires. Alain de Chalvron, qui a interviewé François Mitterrand et Helmut Kohl avec d'autres confrères français et allemands, a demandé au chancelier s'il était partisan d'une réduction des taux d'intérêt dans son propre pays. Mon souhait est de parvenir à des taux d'intérêt plus bas, mais cela n'est pas le fait de ma décision, ce serait une décision tout à fait indépendante de la Bundesbank. Et les attaques contre le franc se sont avérées parfaitement injustifiées, car les données économiques françaises sont excellentes, sont tout à fait respectables par rapport à d'autres pays d'Europe. Je dis cela en Allemagne, aux Allemands. Et ces turbulences monétaires étaient parfaitement injustifiées. Sur le plan français, nous avons la volonté de refuser un certain nombre d'effets que la spéculation nous promettait. Par exemple, nous n'avons pas voulu, nous ne voulons pas et nous ne dévaluerons pas. Donc à quoi ça sert de vouloir nous attaquer sans cesse? Comme nous avons en plus le concours allemand, c'est dire à quel point notre politique doit aboutir à réaliser de bonnes finances. Bien entendu, le problème des taux d'intérêt de l'argent est un domaine capital. Il dépend d'organismes indépendants allemands. Je n'ai donc pas grand-chose à en dire, sinon que si l'on veut que la construction européenne tienne bon, il faudra quand même y arriver. Nous diffuserons une longue partie de cet entretien à la fin de notre journal et sa totalité ce soir à minuit 15. Au moment même où François Mitterrand et Helmut Kohl s'exprimaient, la communauté européenne dénonçait, avec leur accord bien sûr, les viols commis par les Serbes en Bosnie-Herzégovine. Simone Veil faisait partie de la mission d'enquête européenne sur ces crimes, mais l'ancienne présidente du Parlement européen a décidé de quitter cette mission. Simone Veil estime en effet que la condamnation politique de ces viols n'est pas assez forte. Les affaires sérieuses commencent pour Bill Clinton avec une rupture de la trêve en Irak. Des avions américains qui survolaient le pays se sont sentis menacés par une batterie anti-aérienne irakienne. Ils ont aussitôt riposté. François Cornet. La patrouille américaine, un F-16 et un Fantôme, prises pour cible ce matin par les missiles irakiens, avaient décollé d'Incirlik en Turquie pour une mission de reconnaissance au nord du 36e parallèle, lorsque l'un d'eux a été accroché par le radar de la batterie irakienne. Le Fantôme a immédiatement réagi en tirant un missile sur la batterie et le F-16 a largué 2 bombes à fragmentation sur l'objectif. Les Irakiens n'ont pas riposté. Réaction du Pentagone, peut-être que quelqu'un, sous-entendu les artilleurs irakiens, n'avait pas reçu les ordres ou que ces ordres n'ont pas été respectés. Pour le nouveau secrétaire d'État, Warren Christopher, les États-Unis ont l'intention de protéger leurs pilotes dans la zone d'exclusion aérienne. Les Irakiens savent pertinemment qu'ils doivent se plier aux résolutions de l'ONU. Ce qui s'est produit aujourd'hui montre bien la détermination de l'administration Clinton dans ce domaine. Tout de même, ni Washington ni Bagdad ne semblent vouloir exagérer l'importance de cet accrochage qui coïncide avec la reprise des missions d'inspection de l'ONU en Irak. Ces missions ne semblent pas être remises en cause. Reportage de nos envoyés spéciaux à Bagdad, Isabelle Bechler et Bruno Giraudon. Ils sont arrivés sans encombre. 52 membres de la commission spéciale des Nations Unies ont pris dans la matinée un avion de Manama jusqu'à l'aéroport militaire de Habaniya, sans anicroche, comme si la crise, menaces, bombardements et ripostes n'avaient pas eu lieu. Sinon, nous sommes arrivés après plus ou moins 2h30 de vol. Bonne assistance à l'aéroport de la part des officiels irakiens. Le personnel d'Iraqi Airways a été très serviable. Je pense que, vu ce qui s'est passé pendant ces derniers jours, je peux dire que toute l'équipe est tout à fait soulagée d'être bien arrivée aujourd'hui. Vous pensez que les Irakiens vous ont bien reçu? Vous êtes satisfait? Oui, j'ai dit qu'aujourd'hui, ça s'était très bien passé. Après le bombardement de l'usine d'Al-Nida, que pensez-vous des accusations d'espionnage lancées par les Irakiens? Je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Ce sont des questions politiques. C'est à New York de répondre. Et pourtant, il y a 2 jours encore, les responsables irakiens accusaient sans embâche certains de ces hommes d'être des espions à la solde des États-Unis, d'avoir transmis par exemple les plans détaillés de l'usine d'El-Nida, bombardée avec une précision extrême dimanche dernier. Après le paroxysme de la tension, l'Irak a rebaissé sa garde et laisse reprendre leur mission aux soldats de l'ONU. Notre groupe d'aujourd'hui est composé de destructeurs d'armes chimiques, de pilotes d'hélicoptères allemands et de logisticiens d'appui.
Nous sommes ici pour une mission de destruction à long terme. On entendait aujourd'hui que Bagdad avait l'intention de mettre quelques bâtons dans les roues de la commission, quant à sa durée notamment. Les jours qui viennent témoigneront donc de la bonne volonté irakienne. Bill Clinton n'a pas voulu s'exprimer aujourd'hui sur l'Irak, il le fera plus tard, tout occupé qu'il est à s'installer à la Maison-Blanche dans une ambiance de fête ininterrompue. Nous rejoignons à Washington nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Joe Thomas. C'est la fin de la longue marche de Clinton vers la Maison-Blanche. Ses services de sécurité lui avaient déconseillé de prendre un bain de foule, mais des dizaines de milliers d'Américains ont voulu l'approcher. Clinton vient de faire la preuve qu'il est un président populaire et que ses fonctions à la Maison-Blanche ne l'empêcheront pas de continuer le saxophone qui a contribué aussi à sa popularité. C'était hier soir, pendant le dernier bal du jour de l'inauguration. Mais ce matin, les fans du saxo faisaient leur apparition aux portes de la Maison-Blanche pour tenter de voir Clinton qui recevait le peuple américain. À l'heure où le conflit avec l'Irak revient à la tête de l'actualité, Clinton a voulu quand même respecter cette vieille tradition qui permet au président des États-Unis d'être à l'écoute du pays. Elle convient parfaitement à un Clinton qui se veut près des préoccupations des Américains. Ils ont choisi notre nom parmi 90 000 cartes postales. On s'est fait un point d'honneur à venir. Pour les Noirs, Clinton est un espoir. Pour les femmes aussi. On a parlé de ce que je fais car je suis professeur et je soutiens ces réformes de l'éducation. Après avoir signé un décret sur les respects de l'éthique dans la haute administration, Clinton devrait en signer un autre en matière sociale, autorisant les cliniques publiques à donner des conseils en matière d'avortement, ce que n'ont jamais permis les républicains en 12 années passées à la Maison-Blanche. Ce décret qui assouplit donc l'avortement sera la première gifle de l'administration Clinton à l'administration Bush. Mais il est surtout destiné à montrer que le nouveau président des États-Unis tient ses promesses. En France, les cadets de la politique suivent avec un grand intérêt les premiers pas du jeune président américain. S'il devait y avoir un effet Clinton dans notre pays, Bernard Kouchner, François Léotard et Jack Lang en seraient les principaux bénéficiaires. C'est le résultat d'un sondage réalisé par l'Institut Louis Harris pour l'hebdomadaire VSD. Bernard Tapie sera lui aussi attentif. Le ministre de la Ville entend en effet être très présent dans la campagne électorale. Il l'a montré aujourd'hui aux côtés de Pierre Bérégovoy à La Rochelle. Reportage de Jean-Baptiste Prédali et Frédéric Delarue. Moi, à mon âge, quand j'avais ton âge, je veux dire, il me semble impensable que jamais on m'eusse permis d'interviewer un ministre en exercice avec un appareil comme le tien. Or, ce progrès-là montre que de plus en plus, vous êtes le terreau, vous êtes le ferment d'une société nouvelle où le citoyen sera de plus en plus concerné par les choses de la vie. Bernard Tapie, redevenu ministre, s'efforce de soigner la concordance des temps. Bernard Tapie, ministre, reste Bernard Tapie. Objectif immédiat, à La Rochelle cet après-midi, comme dans tous ses déplacements, la défense sur le terrain du bilan du gouvernement, à la manière Tapie. Son horizon, c'est bien le combat électoral de mars prochain. Il faut s'activer, dit Bernard Tapie, il le prouve, 2 heures montre en main pour visiter un quartier en voie de réhabilitation, un collège, quelques installations sportives et pour donner un coup de main à Michel Crépeau, député majorité présidentielle. Ambiance campagne. Plus belle qui m'embrasse, moi. Et dans cette campagne, chacun son rôle. Dans celui du chef de file, Pierre Bérégovoy, venu rejoindre son ministre pour parler de la prévention de la délinquance et pour préciser, si besoin était, les règles du jeu. Faites comme si je n'étais pas là. Le ministre de la Ville ne doit pas s'endormir. Là-dessus, pas de risque. Bernard Tapie a bien repris du service, au service de l'Alliance des Français pour le Progrès, et il n'a même pas commencé sa campagne à Marseille. Magistrats, policiers, même combat, autrement dit même grogne contre la réforme du code de procédure pénale pour une même raison. Cette réforme réduirait à leurs yeux leur pouvoir d'investigation. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer les réticences des juges d'instruction. Aujourd'hui, Christophe Tortora a interrogé les policiers. À partir du 1er mars, toute personne gardée à vue va pouvoir s'entretenir dès la 20e heure avec un avocat. La présence de ce troisième homme dérange les fonctionnaires de police. Loin de défendre les libertés individuelles, cette mesure, selon eux, va freiner leur action d'investigation
et jettent le soupçon sur leur profession. Les policiers emboîtent donc le pas au juge d'instruction. La réforme du code de procédure pénale ne leur convient pas. Il ne s'agit pas de protester, le texte existe, nous l'appliquerons, la loi a été votée, nous l'appliquerons. Maintenant, nous souhaitons sensibiliser l'opinion publique et les pouvoirs publics sur l'application même de cette loi. Nous n'avons plus les mêmes moyens légaux de mener l'enquête judiciaire, donc nous ne voulons pas être tenus pour responsables de tous les dérapages au niveau de la criminalité qui pourraient en découler. Certains policiers ont demandé à être relevés de leur fonction d'officier de police judiciaire. Les lettres n'ont pas été envoyées aux procureurs généraux, mais aux différents syndicats qui les centralisent. Rappel à l'ordre immédiat du ministre de l'Intérieur. La discussion doit avoir lieu avant. Une fois que la loi est, la loi s'applique. Et je leur demande simplement d'être très attentifs à ce fait que nos concitoyens, qui sont des démocrates, ne comprendraient pas que des fonctionnaires dont le rôle est de faire appliquer la loi ne la respectent pas ou appellent à la boycotter. Pour l'instant, 80 juges d'instruction ont demandé officiellement à être déchargés de leurs fonctions. Les lettres des policiers pourraient être postées dès la semaine prochaine. La Bourse de Paris réagit encore avec prudence au mariage Elf-Sanofi-Yves Saint-Laurent, et cela d'autant plus que la commission d'enquête sur les opérations boursières s'intéresse de près aux différentes phases de l'opération. Jean-Pierre Métivet. Qu'y a-t-il de commun entre l'acheteur, Loïc Le Floch-Prigent, PDG du groupe nationalisé Elf, et le vendeur, Pierre Berger, patron d'Yves Saint-Laurent, directeur de l'Opéra Bastille et proche du président de la République? Réponse, des parfums. Et mardi, à l'annonce de l'accord, les mauvaises langues en étaient pour leurs frais. Je trouve ça stupide, il n'y a pas de politique là-dedans. Elf Sanofi possède déjà les parfums Nina Ricci et Yves Rocher. Il lui manquait une griffe connue dans le monde entier, comme Yves Saint-Laurent, avec ses flacons Opium ou Jazz. Mais à la bourse depuis hier, on accueille fraîchement l'opération. Le titre Elf Sanofi chute de 10%. Il retrouve ses cours les plus bas de l'an dernier. Ce qui intrigue le marché dans le rachat d'Yves Saint-Laurent, c'est que ce dossier était à vendre depuis longtemps. Aucun professionnel du luxe ne s'y intéressait. Et subitement, on apprend à 2 mois des élections qu'une entreprise nationalisée, Sanofi, se porte candidat à la reprise d'Yves Saint-Laurent. Et ceci a un prix très avantageux, selon moi, pour Yves Saint-Laurent. Dans cette opération d'échange d'actions qui ne coûte pas un sou à Elf, Yves Saint-Laurent est racheté pour 3,5 milliards de francs, soit un bonus de 30% par action, alors que le marché du luxe est en pleine déconfiture et Yves Saint-Laurent lourdement endetté. Mais on est loin quand même des 5 milliards que demandait, dit-on, Pierre Berger. Enfin la COB, le gendarme de la bourse, qui a déjà ouvert une enquête sur le titre Yves Saint-Laurent en novembre dernier, va étendre ses investigations sur les hausses des actions la semaine dernière, juste avant l'annonce officielle de l'accord. Une constatation surprenante dans un pays comme le nôtre, la mortalité infantile est plus forte qu'on ne l'imagine. 9 bébés sur 1000 meurent à la naissance à la suite de malformations, c'est la raison essentielle. Mais il arrive que ces drames soient dus aussi à l'insuffisance des moyens dans des petites maternités. Faut-il dans ces conditions les fermer? Question posée par Jean-Yves Perrin et Philippe Turpot. À eux deux, ils assurent la totalité des 350 accouchements pratiqués chaque année à l'hôpital de Saint-Amand-Montrond. Et ces deux gynécologues n'acceptent pas les critiques dirigées contre les petites maternités. Si la leur disparaît, les futures mamans devront faire 50 km pour accoucher. Je pense que c'est un faux procès. Les petites maternités de moins de 500 accouchements peuvent être très bien équipées, avoir des médecins compétents avec une technicité importante. Comment allez-vous? Mais il est vrai que pour assurer la sécurité des mamans comme des enfants, le dispositif est lourd. Outre les gynécologues et les sages-femmes, le seul pédiatre de l'établissement doit être toujours joignable. Les 2 anesthésistes sont de garde 1 jour sur 2. Le prix à payer pour accueillir n'importe quelle urgence, y compris les grands prématurés. Il faut le temps d'arriver jusqu'à Bourges. On est à 50 km de Bourges. Justement, des grands prématurés comme ça, normalement, on ne les accouche pas dans nos services. Mais on ne les accouche que dans le cas où on ne peut pas assurer le transfert. Autre argument des patrons du service, l'accueil personnalisé que permettent les petites structures. Les mamans confirment. Le premier, j'étais dans la région parisienne, c'était un gros service, bébé n'était jamais pris la nuit. Le premier jour à l'accouchement, je l'ai eu, j'étais très fatiguée quand je suis sortie de la maternité. Que là, on me l'a pris quelques nuits et ça m'a bien reposée. Preuve que les médecins ne seront pas seuls à défendre l'existence de leur maternité si la menace de fermeture se concrétise.
L'imagination de l'homme est telle qu'elle le dessert parfois. Il a réussi à mettre au point un robot jardinier amateur de roses. Le poète savant Patrick Esther le déplore lui-même. Beauté éphémère, on les aime parce qu'elles sont toutes différentes. Formes, couleurs, qui ont demandé des dizaines d'années de recherche, le fruit d'une expérience acquise patiemment. L'œil du jardinier, et puis ce geste minutieux, ancestral, que l'on croyait irremplaçable, la greffe du rosier. Un petit écusson prélevé sur une tige qu'il faut délicatement glisser sous l'écorce d'un autre rosier porte-greffe. Mais tout fout le camp, mon bon monsieur. Ce geste n'offre qu'un débouché beaucoup trop saisonnier et les jeunes ne veulent plus le répéter à l'infini. Actuellement, ce savoir-faire risque de se perdre. Alors, comme dans beaucoup d'autres domaines, la robotique va apporter la solution. La pince rotative du robot présente la baguette à greffer à l'œil froid électronique d'une caméra. Le système de vision artificielle détecte le bourgeon et le présente aux outils qui découpent l'écusson. Un bras mécanique emporte ensuite ce minuscule morceau d'écorce jusqu'au rosier. Une opération réalisée en un temps record qui sera bientôt possible en plein champ, puisque le robot, entièrement autonome, sera doté de roues. Bonjour l'efficacité, adieu la poésie. Des robots, toujours plus de robots, mais toujours moins de boulot pour les hommes. Un jour, peut-être que seuls les robots pourront encore offrir des roses aux femmes. Un comble pour le champion du monde de Formule 1, l'écurie Williams-Renault, qui arrive en tête sur tous les circuits, risque de ne pas courir la saison 93. Elle s'est inscrite tout simplement en retard. Thierry Clopeau. Verra-t-on pour le premier Grand Prix de la saison mars en Australie deux Williams-Renault côte à côte ce soir? La réponse est non. Williams ne figure pas sur la liste officielle des engagés. Explication, l'écurie franco-britannique archi-favorite cette année avec Alain Prost n'a pas déposé sa demande dans les délais requis. Un retard de 24 heures qui risque donc de coûter cher à l'écurie championne du monde. Le sort des Williams-Renault dépend désormais uniquement des autres écuries qui elles seules et à l'unanimité peuvent décider de réintégrer les deux Williams. Seul problème, trois écuries non des moindres se font tirer l'oreille. Ce soir, pas de réaction officielle chez Renault. Pour l'instant, reste malgré tout optimiste, mais si par malheur l'écurie franco-britannique était absente des circuits, ce serait à nouveau coup dur porté à la F1, déjà privée de Mansell et sans doute prochainement de Senna. Une lettre mal postée et ce pourrait être l'ultime tête à queue pour un monde de la Formule 1 déjà bien mal en point. Elle a représenté le cinéma international avec éclat pendant de longues années. Elle a représenté l'UNICEF avec cœur pendant de longues années. Audrey Hepburn est morte à l'âge de 63 ans. Gérard Dalmas. Pour la princesse, comme disait Sinatra, le conte de fées commence en 1953 avec Vacances romaines, film romantique qui lui vaut l'Oscar de l'interprétation. Hollywood fait une star de la petite anglaise née à Bruxelles d'une mère hollandaise. En 26 films, Audrey, l'éternelle jeune fille élégante, n'aura que des partenaires de légende, dont Mel Ferrer, le premier de ses deux maris, et Gregory Peck. Good morning. So I've spent the night here with you. From a certain angle. Yes. Après le cours d'art dramatique, la danse, Audrey est mannequin de mode quand la grande Colette la remarque et l'impose dans Gigi au théâtre à Broadway en 1951. 3 ans plus tard, elle joue avec le célébrissime Bogart. Mon frère a une gentille petite amie. And how do you say, I wish I were my brother? Dès ce film, Sabrina, à l'habile comme à l'écran, Audrey Hepburn sera toujours habillée par un couturier à la fois parisien et mondial, Hubert de Givenchy. Et puis, il y a 5 ans, la star au grand cœur, touchée par les yeux immenses des souffrances, devient ambassadrice de l'UNICEF. Elle parcourt les grands cimetières des misères de la planète, exemple Somalie l'automne dernier. De voir les yeux de ces enfants dans les petits corps squelettes, ces petits visages. C'est insoutenable. Elizabeth Taylor vient de le dire, Dieu a un nouvel ange très beau. France 2 lui rendra hommage à 22h30 avec la diffusion du film Charade. On y verra côte à côte Audrey Hepburn et Gary Grant. Auparavant, vous aurez vu Envoyé spécial, Paul Naon et Bernard Benjamin vous feront découvrir Les Super Mamies, filmés avec amour par Patricia Charnelet et Jean-Louis Bousser. Mais avant la météo de Nathalie Rouet, et tout en vous souhaitant une bonne soirée sur France 2, je vous propose d'écouter une partie de l'entretien que François Mitterrand et Helmut Kohl ont accordé à Alain Chalvron et à d'autres confrères français et allemands
à l'occasion du 30e anniversaire du traité franco-allemand. Dans cet entretien qui sera rediffusé intégralement à minuit 15, le président de la République et le chancelier parlent longuement des relations excellentes entre les deux pays, mais aussi de l'état de l'Europe et regrettent notamment que l'Europe ne se montre pas encore plus forte face au drame yougoslave. Écoutons-les. C'est un peu stupide que de reprocher à l'Europe, qui n'a pas encore de politique extérieure commune, puisque Maastricht n'est pas encore adopté par 2 des 12 pays, de ne pas faire comme si Maastricht avait déjà été ratifié. C'est précisément le débat actuel. Mais je pense comme vous que si le temps avait pris un peu plus de vitesse, et si Maastricht était entré dans les faits, si nous avions tous ratifié, si on ne continuait pas de discuter de certains aspects du traité de Maastricht, il est évident qu'une politique extérieure commune ou convergente, déjà mise en place, aurait facilité nos démarches à l'égard de l'ancienne Yougoslavie. Et si Maastricht était entré dans les faits, si nous avions tous ratifié, si on ne continuait pas de discuter de certains aspects du traité de Maastricht, il est évident qu'une politique extérieure commune ou convergente, déjà mise en place, aurait facilité nos démarches à l'égard de l'ancienne Yougoslavie, c'est sûr. Maintenant, quand on parle de l'impuissance de l'Europe, c'est un peu vite dit. C'est un peu vite dit. Car l'ancienne Yougoslavie appartient à l'Europe tout autant que nous, mais d'une Europe un peu contrastée. Elle a toujours appartenu à des mondes différents. Elle-même a été séparée par la puissance des empires, depuis l'Empire romain et l'Empire byzantin, en passant par le Saint-Empire romain germanique, l'Empire austro-hongrois, l'Empire turc, et combien d'autres choses encore, y compris pendant un moment l'Empire français, puisque Napoléon Ier a toujours sa statue à Ljubljana. Donc c'est un pays qui a été composé après la guerre de 14-18 et dont l'histoire avait été le plus souvent, je le répète, contrastée. Alors, que l'Europe puisse intervenir dans ce qui apparaissait comme une guerre civile et qui ressemble aujourd'hui à des guerres nationales ou ethniques, ce n'est pas facile à traiter. C'est pas facile de se substituer aux gens qui sont sur place. Et d'autre part, l'Europe unie sur le plan de la politique extérieure reste à faire. Nous sommes, pour l'instant, je crois pouvoir le dire, le chancelier Kohl et moi-même, comme des ouvriers qui sont attelés à une entreprise, à la fabrication d'un instrument, et ils n'ont pas fini. Et les événements, eux, ils arrivent pendant qu'on prend ce temps-là. Et comme nous voulons entraîner avec nous 10 autres pays d'Europe, ça prend du temps. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Monsieur le Président, on a entendu votre réaction très prudente quand même sur les accords de Genève. Est-ce que... Très prudente, mais engagée. Oui, vous êtes quand même relativement optimiste. Je raisonne jamais par du, ou je ne sais pas comment les gens réagiront. Ce que je dis, c'est que c'est un remarquable travail diplomatique, que pour l'instant, il a reçu les accords des gens, au fond, qui paraissaient les plus éloignés, et qu'il faut poursuivre dans cette voie. Est-ce que vous pensez qu'en même temps, donc, ces négociations, cette phase diplomatique se déroule et aboutit à quelques résultats, il faut continuer à brandir la menace? Est-ce que Il faut faire des choses raisonnables, il faut montrer que nous ne sommes pas démontrer que nous ne sommes pas indifférents au drame qui se livre là-bas, que nous ne tenons pas pour égal la situation de ceux qui souffrent, qui en sont victimes, et ceux qui attaquent et qui agressent et qui exercent les violences. Et nous emploierons les moyens appropriés, comme disent les diplomates, pour régler ce genre de choses. En d'autres termes, Monsieur le Président, pour préciser, doit-on continuer à travailler à la résolution sur le respect de la zone d'exclusion? Doit-on renoncer à l'idée d'exclusion aérienne? Doit-on renoncer à l'idée de punir les criminels de guerre si un accord est obtenu? Je pense que la notion d'un tribunal qui serait en mesure, international, qui serait en mesure de juger les crimes contre l'humanité, c'est une bonne idée qu'il faut préserver. Monsieur le chancelier, j'enchaîne sur ce que vous avez dit dans votre discours ce matin. Vous avez dit que la renaissance du nationalisme ne se limite peut-être pas forcément à l'ex-Yougoslavie. Nous non plus n'en sommes pas à l'abri. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les souvenirs dont vous parlez remontent à trop loin et qu'une nouvelle génération n'a appris tout cela que dans les livres d'histoire? Vous savez, je crois que les Allemands ne sont pas conscients
d'avoir vécu dans la période de paix la plus longue de l'histoire récente. Voilà presque 50 ans que nous vivons dans la paix. Les générations qui ont vécu les deux guerres sont en train de disparaître et il n'y a plus beaucoup d'expérience personnelle. Voilà pourquoi ce que nous avons l'un et l'autre essayé de faire est si important. C'est de rendre ce processus irréversible. Et là, je m'exprime en tant qu'Allemand. Je n'oublie jamais que l'unité allemande et l'unification européenne sont les deux faces d'une même médaille. Il ne faut jamais revenir en arrière, même si dans tous les pays, il y a des gens qui se complaisent dans un nationalisme, un chauvinisme étroit. Vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont depuis que le monde est monde. C'est pourquoi il faut veiller à ne pas rechuter. Monsieur le Président, est-ce que moins de nationalisme dans une Europe commune n'impliquerait pas également davantage de responsabilité politique pour le Parlement européen? Sûrement, sûrement. On va dans ce sens, on va dans cette direction. Peu à peu, ce Parlement devra être doté de toutes les compétences d'un Parlement normal. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est maintenant un quadragénaire qui est en place depuis hier. Vous avez eu, je crois, tous les deux des contacts téléphoniques avec lui. Comment voyez-vous ces rapports avec cette nouvelle administration qui connaît peut-être moins l'Europe, qui s'y intéresse peut-être moins? Le premier soin du président Clinton a été de me dire, avant-hier soir encore, c'était la deuxième conversation que nous avions, qu'il tenait à garder des liens extrêmement étroits avec la France par rapport aux problèmes de politique extérieure qui se posaient, celui de l'Irak, celui de la Yougoslavie et celui des débats entre l'Europe et l'Amérique. Il était dans des dispositions indiscutablement de construction en commun. Maintenant, les impératifs de la vie quotidienne pourront amener des contradictions et des débats. On verra bien. Faisons confiance. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, encore une question personnelle. Puisque vous êtes lié par une amitié personnelle, quelle est son utilité dans la politique de tous les jours? Je crois que l'amitié personnelle ne permet pas de faire disparaître les problèmes lorsqu'ils existent. Mais cela fait plus de 10 ans que nous coopérons très étroitement. Les liens sont de plus en plus étroits chaque année. Je crois que nous nous sommes rencontrés plus de 80 fois. Je crois qu'il n'y a pas de relation comparable sur l'échiquier international. Nous ne parlons pas seulement de politique, nous parlons histoire, nous parlons littérature. Nous nous sommes aidés réciproquement à mieux comprendre le pays du partenaire. C'est une amitié très personnelle qui s'est développée. Là aussi, j'exprime ma gratitude. Si nous étions tous les deux Allemands ou tous les deux Français, nous ne serions certainement pas toujours d'accord. Ça se comprend tout de suite, c'est pas la peine d'insister sur le type de gouvernement à préférer. Mais au-delà de cela, même si nous étions tous les deux Allemands et tous les deux Français, ça n'empêcherait pas, ça existe avec d'autres, des relations de sympathie, de travail en commun, dès lors qu'on sait se dépasser soi-même pour servir les intérêts généraux de son pays et de l'Europe, et d'une façon plus générale, du monde tel que nous le concevons. C'est un problème de civilisation. Et dès qu'il s'agit de civilisation, vraiment, je n'ai pas besoin de grandes discussions avec le chancelier Kohl pour me trouver tout à fait à l'aise. Monsieur le chancelier, d'ici 2 mois, il y a des élections en France et vraisemblablement, l'opposition va l'emporter. Vous allez donc vous trouver avec le président Mitterrand d'un côté et avec un gouvernement, avec un Premier ministre et un ministre des Affaires étrangères de droite de l'autre. Est-ce que c'est pour vous une perspective difficile ou amusante? Amusante, certainement pas. Le terme est mal choisi. Je respecte le choix des électeurs français. Ce n'est pas moi qui m'immiscerai dans la politique intérieure d'un pays voisin et ami. Au demeurant, j'ai fait mes classes. J'ai déjà vécu la cohabitation, puisque Jacques Chirac a été Premier ministre et François Mitterrand était président de la République. Nous avons été ensemble dans de grandes batailles de la politique européenne. Au niveau des sommets européens, nous avons travaillé ensemble. Ça n'a pas compliqué les choses?
Parfois, oui, mais il y a eu des situations où il était compliqué de traiter avec un Premier ministre socialiste. Ce n'est pas forcément lié au parti politique au pouvoir. Mes collègues français doivent également s'accommoder d'un chrétien démocrate. Ce n'est pas classique pour un socialiste. Je crois qu'il faut faire son travail. Pour conclure, une question... Vous ne m'avez pas posé de question là-dessus. Je vous en remercie d'ailleurs.